Bonjour. Donc, moi, je suis ici pour vous parler de l'accès aux services financiers. Honnêtement, quand je pense à ça comme titre, puis quand je vois qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme thème aujourd'hui, je me dis que ça doit sonner pas mal plate. Mais j'espère, d'ici 14 minutes environ, vous convaincre du contraire. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous imaginiez votre vie sans accès aux services financiers. Ça veut dire pas de carte de crédit, pas de carte de guichet, pas de compte d'épargne. Comment est-ce que vous organiseriez si vous n'auriez pas accès à des prêts étudiants pour financer vos études? Qu'est-ce qu'on ferait pour acheter une maison s'il n'y avait pas d'hypothèque, si on ne pouvait pas emprunter de l'argent d'une institution financière pour acheter une maison? Si vous vouliez payer, par exemple, vos factures, votre compte de téléphone cellulaire, imaginez qu'est-ce qu'il faisait avant, là. Vous iriez à un guichet, pas un guichet automatique, là, un guichet avec une madame, pour payer vos comptes. Si vous vouliez vous lancer en entreprise, là, partir en entreprise, vous aviez un projet, un rêve, vous iriez où pour emprunter de l'argent si vous vouliez le financer? Est-ce que vous avez un oncle qui a de l'argent? Si vous cassiez une jambe, vous ne pouviez pas travailler pendant quelques semaines? L'assurance est un service financier aussi. Donc, j'aimerais vous demander aussi de deviner le pourcentage de Canadiens qui ont un compte dans une institution financière. C'est bon, c'est 99,1 %. Ici au Canada, puis dans la plupart des pays, bien, dans les pays développés, c'est presque impossible de fonctionner, en fait, sans compte dans une institution financière. On reçoit notre paye, on fait beaucoup de transactions avec nos cartes. Donc, c'est la réalité pour nous. Pour participer à l'économie, il faut avoir accès aux services financiers. Maintenant, pouvez-vous deviner le pourcentage de gens qui épargnent dans leur compte bancaire dans une année donnée? Il est de 63 % au Canada. Donc, c'est la majorité des gens. Et finalement, le pourcentage de gens qui prennent un prêt auprès d'une institution financière, je ne parle pas d'une carte de crédit, là, mais d'un prêt pour financer une auto ou une maison ou quoi que ce soit, un projet, dans une année donnée, c'est de 27 %. Donc, c'est à peu près une personne sur quatre là, qui prend un prêt dans une année donnée. Donc, je les ai mis là, les données pour le Canada. Maintenant, j'aimerais vous amener dans le reste du monde là, pour regarder ça. C'est quoi les taux d'accès dans le reste, dans d'autres pays? Donc, j'ai quelques exemples. Là, je ne vais pas couvrir le monde au complet. Nicaragua, 8 % des gens épargnent dans un compte dans une année donnée. Au Venezuela, 57 % des gens ont un compte dans une institution financière, mais c'est seulement 2 % des gens qui réussissent à obtenir un prêt. Ça veut dire que les institutions financières là, ils sont très réticentes à prêter. Sénégal, 7 % épargne, 4 % crédit. Tunisie, bon, 8 % crédit. Niger, 2 % épargne, 1 % ont des crédits. Donc, ça, c'est un des pires pays. Égypte, 4 % épargne. Pakistan, c'est un pays de 200 millions d'habitants. Il y en a juste 2 % qui ont un prêt d'une institution financière et 3 % qui épargnent. Imaginez tout le reste du monde, qu'est-ce qu'ils font? Et le Cambodge, c'est un peu, disons, mon énigme. 4 % des gens épargnent auprès d'une institution financière, mais 28 % ont un crédit. Je vais y revenir plus tard. Là, on a... tout ça m'amène à... excusez. Vous voyez que quand les gens ont peu d'accès aux services financiers, ils doivent se débrouiller. Comme je disais au Pakistan, là, le reste du monde, ils n'ont pas d'accès à une institution financière, donc ils trouvent des stratégies. Vous voyez ici le pourcentage des personnes qui ont emprunté d'une institution financière formelle, là, ça veut dire une vraie institution qui est enregistrée et tout, les moyennes régionales. Donc, on voit au Moyen-Orient, Afrique, 6 %, puis les pays de l'OCDE, les pays développés, disons les pays riches, c'est à peu près 18 %. J'ai dit au Canada, c'était 27 %. Et si on regarde le pourcentage de personnes ayant emprunté de leur ami ou d'un membre de leur famille, vous allez voir que c'est un peu la courbe inverse. Ça veut dire que le monde se débrouille. En Afrique, c'est 42 % des gens qui empruntent d'amis ou de famille. Et moi, ce que ces deux graphiques-là me disent, là, c'est que quand les gens ont le choix, ils choisissent d'emprunter d'une institution financière plutôt que de leur famille ou leurs amis. Bon, ça arrive quand même, là. Puis la raison pour ça, c'est que c'est plus simple.
Imaginez, si vous deviez emprunter un gros montant, vous devriez aller voir plusieurs amis, ça serait compliqué, il y aurait quand même un coût de transaction. En plus, l'institution financière va respecter votre vie privée. Elle ne va pas parler dans votre dos, comme vos amis pourraient faire si vous ne le remboursez pas. Puis, contrairement à votre beau-père, elle ne va peut-être pas se mêler de vos affaires si vous avez une entreprise que vous avez financée avec un prêt. Donc, ça, c'est pour les crédits, mais vous imaginez que pour l'épargne, c'est encore plus important d'avoir accès à des services financiers formels. Donc, les pays développés, c'est à peu près 52 disons la moitié des gens dans une année donnée qui épargnent auprès d'une institution. En Afrique, c'est 16 Moyen-Orient, vraiment bas, 4 Ici, au Canada, puis dans la plupart des pays développés, c'est presque impensable d'épargner à quelque part d'autre, épargner de l'argent, à quelque part d'autre qu'auprès d'une institution financière. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde les données. Donc, vous voyez que dans les pays riches, bien, ça ne se fait pas. Jamais qu'on va dire « Excuse, je veux épargner de l'argent pour un projet, je peux-tu en mettre chez vous à notre sœur? » Par contre, en Afrique, c'est plus de à peu près 1 sur 4 qui le fait. Puis c'est vrai que les gens trouvent des moyens de se débrouiller, mais c'est loin d'être optimal. Et ça a des risques, c'est sûr. Donc, tout ça m'amène au microcrédit. Vous avez sûrement entendu parler du microcrédit. L'année 2005 a été déclarée l'année du microcrédit par les Nations unies. En 2006, M. Mohamed Yunus du Bangladesh recevait le prix Nobel de la paix pour ses activités de microcrédit avec la banque Grameen. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée de la popularité de M. Yunus, ils l'ont même inclus dans un épisode des Simpsons. Donc, il est très connu. Par contre, on a un petit malaise avec le terme microcrédit. Je vous explique ça dans un instant. Avant, je vous donne un petit peu de background sur le microcrédit comme outil, puis je vous reviens avec ça. Bon. Quand le microcrédit, c'est une méthodologie de crédit qui a été développée pour remplacer les garanties physiques. Donc, quand vous voulez prendre un prêt, ici, vous avez besoin de donner des garanties pour obtenir le prêt. L'institution financière, si vous achetez une maison, elle va dire « On va prendre votre maison en garantie, vous ne remboursez pas, on prend votre maison. » Et si vous avez une entreprise, ils vont prendre vos stocks en garantie. Si vous avez un projet, bon, peu importe, ils vont trouver une manière. Si c'est un prêt étudiant, mais en fait, c'est le gouvernement qui offre la garantie à votre place. Tout ça pour dire que vous avez besoin de garanties pour obtenir un crédit. Mais dans les pays en développement, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, les gens qui ont un faible revenu, peut-être qu'ils ont même leur maison, mais ils n'auront pas le titre pour prouver qu'ils ont la propriété de la maison. Ce n'est pas enregistré légalement, ils n'ont pas de preuves. Donc, la banque ne l'accepte pas comme garantie. Peut-être qu'ils ont des biens, mais bon, le divan, la TV, ce n'est pas super winner pour obtenir un prêt. Donc, ce que M. Yunus, avec la banque Grameen, a proposé comme innovation, puis d'autres institutions financières ont fait un peu la même chose dans les mêmes temps, c'est de dire, dans le fond, on remplace les garanties physiques par un groupe qui est solidaire entre eux. Donc, les personnes du groupe se connaissent, doivent se choisir entre eux, ils prennent un prêt ensemble, ils remboursent ensemble en même temps, puis s'il y en a un qui n'est pas capable de rembourser, bien, c'est les autres membres du groupe qui doivent rembourser pour lui. Donc, c'est une garantie sociale, ça amène aussi une pression sociale, puis en plus, bien, vous allez choisir bien dans votre village, là, vous allez vous assurer de choisir les personnes que vous savez qui sont fiables. Pendant un bout de temps, là, le microcrédit, c'était la mode en développement international. Vous savez que le développement international est susceptible aux modes comme n'importe quel autre secteur. Et alors, tout le monde voulait faire du microcrédit. Il y avait des composantes de microcrédit dans tous les projets. Oubliez le creusage de puits, oubliez la construction d'hôpitaux, tout le monde voulait faire du microcrédit. Dans le pic de la mode, on a même vendu le microcrédit comme une solution pour réduire la pauvreté. Puis ça a amené beaucoup d'argent, mais ça a aussi amené beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est juste de charger un taux d'intérêt à quelqu'un si je veux les sortir de la pauvreté? Puis si je dis que je les sors de la pauvreté, bien, il faut que je le prouve. Alors, il faut faire des études qui coûtent très cher. Il y en a eu plusieurs et elles ont coûté très cher. Puis en plus, bien, vu qu'il y avait autant d'opportunités pour offrir du microcrédit, bien, il y a eu des cas de surendettement. Dans certains pays, ça a été moins bien surveillé. Il y avait comme trop d'enthousiasme. Le microcrédit, là, c'est une bonne idée. Ça a permis à beaucoup de personnes d'obtenir accès au crédit, mais ce n'est pas la solution pour tout le monde. Par exemple, si vous avez une entreprise qui performe bien,
bien, vous allez peut-être vouloir un plus gros prêt que les gens dans votre village. Donc, personne ne va vouloir être dans votre groupe parce qu'ils ne veulent pas être garants pour votre gros prêt. Puis si vous avez besoin d'un prêt rapidement, bien, ça ne marchera pas non plus. Il faut former le groupe, puis il faut se connaître, puis tout ça. Je vous disais qu'on a un malaise avec le microcrédit, le terme microcrédit. Bien, en fait, premièrement, il y a le mot micro. Puis deuxièmement, il y a l'emphase sur le crédit. Parce que le crédit, c'est un outil, mais ce n'est pas le seul. Hein, on cherche en fait à avoir un accès à une large gamme de produits financiers. C'est simpliste de se concentrer sur juste un produit. Puis sur le mot micro, en 1900, là, juste pour vous donner un petit peu de perspective, en 1900, quand Alphonse Desjardins a fondé la première caisse Desjardins à Lévis, le Québec, c'était un pays en voie de développement. Vraiment. Dans ce temps-là, le taux de mortalité infantile au Québec il était de 27 %. Juste pour vous donner une idée, là, en ce moment, en Somalie, qui est le pire pays, c'est de 16 %. En Afghanistan, il est de 10 %. Donc, on avait un taux de mortalité infantile là, qui était 3 fois celui-là de l'Afghanistan. Et quand les caisses ont commencé, là, les premières années, le dépôt moyen, c'était 10 cents. Ça prenait 1 an à payer la part sociale de 5 $. Il n'y a personne qui appelait ça micro. Puis vos arrière-grands-parents, ils auraient été vraiment insultés d'entendre que c'était de la microfinance. Puis c'est la même chose au Burkina Faso. Les gens ils ont peut-être un salaire de 600 $ par année. Donc, un prêt de 100 $ pour eux, ce n'est pas micro, c'est macro, c'est méga. C'est diminutif de parler de microfinance ou microcrédit. Donc, le Québec, en 115 ans, on a fait beaucoup de chemin. On n'est plus vraiment un pays en voie de développement. Notre taux de mortalité infantile est passé de 27 % à 0,4 %, je vous l'annonce. Et en 1960, les institutions financières ont même commencé à prêter aux femmes en leur propre nom. Notre taux de bancarisation est passé de proche de 0 à 99 %. Et il n'y a plus personne qui questionne la nécessité des services financiers pour fonctionner dans la société. Aujourd'hui, on sait que l'accès aux services financiers, ce n'est pas la réponse à tout. Mais pour atteindre notre plein potentiel économique dans la société, on en a besoin. C'est des outils. Dans le reste du monde, il y a encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux services financiers. Ça, c'est 2 milliards de personnes qui n'ont pas la chance d'atteindre leur plein potentiel, qui sont beaucoup occupées, qui perdent beaucoup de temps à se débrouiller avec des méthodes alternatives. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui de ma petite présentation, c'est que les gens dans les pays en voie de développement ou les pays en développement, ils ont besoin des mêmes choses que nous, là, ils ne sont pas différents. On tente d'éliminer le mot microcrédit parce que c'est diminutif. On parle plutôt d'une finance inclusive, une finance de masse, l'accès pour tous. Ça veut dire, la finance inclusive, c'est tout, les comptes d'épargne pour tous, le crédit, les assurances, une gamme très large de services financiers qui sont adaptés aux besoins des clients. La finance inclusive, ce n'est pas une mode. C'est quelque chose qui existe depuis le début des temps. On a juste donné un nouveau nom. On parle d'une large gamme de services financiers adaptés, un système bien supervisé, qui est encadré, parce que ça ne peut pas être fait par n'importe qui, ça doit être professionnel. Je vous ai parlé du Cambodge, du déséquilibre qu'il y a là. En fait, c'est justement parce qu'il y a eu trop d'emphase sur le microcrédit. Les réglementations permettent et encouragent le microcrédit, mais il y a peu d'emphase sur l'épargne, par exemple, ou les assurances. Ça se développe lentement, là, ça va venir un jour, mais on n'est pas rendu là. Mon travail à moi chez Développement international Desjardins, avec mon équipe, c'est de rechercher les meilleures institutions de finances inclusives partout au monde et d'investir dans ces institutions-là pour leur permettre de desservir plus de gens. Et notre vision, ma vision, c'est, et j'espère l'avoir dans un futur pas trop lointain, c'est de voir que tous les gens qui ont besoin ou qui ont envie d'épargner peuvent le faire de manière abordable et sécuritaire, et que tout le monde qui se qualifie puisse obtenir un prêt, micro ou non, pour financer le développement de leur entreprise. Il n'y a rien de micro là-dedans, en fait. Merci. Merci, Jessie.